bienvenue à tous. Ordonnance du 17 avril 2020 de la CADHP faisant injonction à l'État béninois de surseoir provisoirement à l'organisation des communales du 17 mai prochain. Pluie de réactions et elles se poursuivent, mesdames, messieurs, des plus approbatrices aux plus hostiles. Mène la danse des hommes de droit de toutes sortes d'obédiences, des plus techniques au plus politique. Le régime Talon, directement concerné par la décision objet de toutes sortes de supputations, n'aura pas caché non plus sa position. Par la voix de son porte-parole, il déclare, je cite, « Il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le processus électoral d'un pays souverain ». Et la polémique, comme on pouvait s'y attendre, mesdames, messieurs, de reprendre de plus belle. Une fois encore, pas des sachants. Pourtant, pas dans un passé plus que récent, il y a des faits qui rappellent que le Bénin ne vient pas de si loin. Et pourquoi alors tant de bruit autour d'un recours qui en soi n'en est pas une première? Quelle lecture faire de cette ambivalence des hommes de droit selon qu'ils défendent ou non une cause? Autant de questions qui constitueront le fil d'Ariane de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Ce numéro-ci voudrait donner la parole aux professionnels des médias, historiens, dit-on, du temps présent, mais aussi véritable mémoire du peuple face aux divers dossiers brûlants de la République. Ce sera autour du thème tollé autour de la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vaine, polémique, déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Jos Perzo Anago, journaliste, analyste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la Dépêche. Jos Perzo Anago, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci de répondre à notre invitation. En face de vous, Landry Salanon, il n'est plus à présenter, journaliste analyste. Il a accepté de nous accompagner durant cet instant décryptage. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël. Merci de répondre à cette invitation. C'est moi. Devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mesdames, messieurs, le régime Talon, une fois encore, au banc des accusés. Face à la nouvelle décision de la Cour en sa défaveur, la polémique enfle et chaque jour, un peu plus, s'invite désormais dans le débat comme pour apporter son grain de sel les professionnels des médias au travers de toute une série de publications. Et ce serait illustré en début de semaine dans ce sens le quotidien béninois d'information dont le directeur de publication a accepté de nous accompagner, Jos Perzo Anago. Vous rappelez déjà ce fameux titre-là à nos téléspectateurs? Oui, tout à fait. Et pourtant, en 2014, pour être plus précis, la Cour de justice de la CEDEAO s'est vue face à un dossier qui donc a été porté à sa connaissance par des Béninois, une structure béninoise, pour ne pas citer un parti politique, accompagné par un conseil du nom de Joseph Tchorbenou. Et donc, cette cour a été interpellée pour se prononcer sur le processus électoral en cours au Bénin et qui piétinait. Et donc, il a été demandé à la cour de se prononcer pour obliger le gouvernement à l'époque, pour ne pas citer le gouvernement Yaï Boni, à aller dans un sens donné. Et donc, quand on fait une corrélation entre ce qui s'est passé en 2014 et ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on se dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Le Sierra Javon a saisi cette instance africaine, comme d'autres Béninois l'avaient fait par le passé. Et donc, ce tollé, précisément, pose problème. On se demande, qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? Puisque si ça devrait pouvoir se faire en 2014, pourquoi ça ne peut plus se faire en 2020? Ce qui n'a pas tourné rond. Et si ça a été fait en 2014, pourquoi pas en 2020? La question mérite évidemment une réponse et on fera l'exercice ensemble. Mais avant, vous me permettez, oui, Landry Salanon, est-ce que véritablement on peut se dire que le parallélisme de forme tient dans ces cas-là? Oui, écoutez, Joël Yetondi, je voudrais quand même inviter tous les compatriotes. Vous savez, chaque fois qu'on est devant une décision de justice, ça se départit un peu des émotions, vous savez, des considérations politiques, et avoir tout le sens froid. C'est vrai, l'exercice n'est pas aisé de savoir quand même quels sont les arguments que les juges évoquent dans leur décision avant peut-être de prendre position. Chacun est libre de commenter, voilà, c'est aussi du droit. Le parallélisme, évidemment, il faut le faire parce que
il faut également quand même avoir un peu de la mémoire et avoir recours un peu aussi à l'histoire. Monsieur Anago, mon confrère, parlait tout à l'heure d'une décision de 2014, évidemment, où le Parti Alternative Citoyenne a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour dire, évidemment, le mandat des mecs qui était anormalement prolongé soit écouté, obliger l'État béninois à organiser les élections. Ce n'est pas tout. Récemment, même aussi au Sénégal, vous savez, Khalifa Sall, qui est l'ancien maire de Dakar, qui était détenu de façon illégale, procès non équitable, la Cour de justice de la CEDEAO aussi a été saisie. On a déclaré également que ses droits étaient violés ainsi que de ses co-détenus. Donc ce n'est pas également nouveau. On rappellera que seulement le 22 avril, c'est-à-dire hier aussi, Guillaume Soro a bénéficié aussi d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande quand même la suspension du mandat d'arrêt qui a été donc décrété contre lui et notamment aussi la libération de ces députés, des pro-Soro qui ont été également, comment dit-on, gardés. Et puis, je finirai aussi en 2012 aussi avec une autre cour quand même africaine, la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui avait aussi condamné l'État béninois d'avoir versé la société Bénin contrôlée à 129 milliards de francs CFA dans un dossier, vous savez, de PVI, soit retourner le contrat en l'état. Alors, je rappelle, disons, tous ces précédents pour dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une décision d'une cour africaine à laquelle nous avons souscrit. Je veux parler donc du Bénin. Le Bénin a souscrit en ratifiant les différents traités. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il faut que les gens se calment en disant on n'est pas une première dans l'histoire. Même Karim Ouad aussi a bénéficié d'autres décisions de ces différentes juridictions dont on parle. Parlant de parallélisme des formes, Joël Yetondi, j'allais dire que c'est indispensable et rappeler, disons, à tous nos compatriotes que voilà, c'est une décision ordinaire pour beaucoup de personnes et à qui l'on octroie, comment dit-on, une analyse aussi ordinaire que l'on puisse faire. Voilà. Alors, quand on vous suit, on peut dire que c'est tout banal. C'est tout banal. Et c'est alors que vient la question que vous vous êtes posée de droit. Pour ceux qui savent qu'il y a de telles décisions et pour ceux qui ont oublié et à qui vous venez de rappeler un peu qu'il y a eu de ces faits, on peut bien se demander alors, qu'est-ce que ceci peut bien cacher? Ou c'est une nouvelle lecture de la situation? Pas du tout. Il n'y a pas de nouvelle lecture. Ah bon? Mais aujourd'hui, il y en a qui, par intérêt ou par position actuelle, se méprennent sur un certain nombre de postures ou alors choisissent carrément d'ignorer les faits. Oui, ça se fait par intérêt parce que les mêmes acteurs qui étaient dans ce pays seulement il y a 6 ans et qui ont assisté à ces réalités sont encore là, pour la plupart, sont encore là. L'actuel président de la Cour constitutionnelle, pour ne pas nommer le professeur Djobénou, est encore là, des nôtres. Et donc, on ne peut pas dire que l'amnésie ait pu frapper de façon collective toute la communauté. Bon, les positions ont changé. Alternative citoyenne, qu'on ne le veuille pas, c'était un gros mélange. Parce que lorsqu'on cite le professeur Djobénou, on cite automatiquement Alternative citoyenne. Il était non seulement le conseil de Alternative citoyenne devant la Cour de justice de la CEDEAO, il en est membre, qu'on ne se le cache pas non plus. Et donc, aujourd'hui, tout ce beau monde vit et voit ce qui se passe. Bon, mais choisir de ne pas aller dans le bon sens, c'est un choix, c'est vrai, même si cela laisse à redire. Et c'est ainsi qu'on observe certains pratiquants de droit choisir des positions équivoques parce que c'est recommandé par les temps. Vous voyez, mon confrère a cité tantôt l'ordonnance, la toute dernière, fraîche, de quelques heures seulement, de cette même Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en ce qui concerne le dossier Soro. Vous voyez, on a fait injonction à l'État de Côte d'Ivoire d'élargir, de relâcher, si je veux être trivial, ces détenus. Et puis, ce sont des faits qui sont produits 6 mois avant les élections. La Cour africaine des droits de l'homme l'a dit et a demandé à ce qu'on ramène la balle totalement à terre. C'est pareil aussi pour ce qui concerne le Bénin. En le faisant, la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas allée pour défendre Soro. C'est les droits humains qui sont brimés. Et cette Cour, entre autres, est chargée, n'est-ce pas, de ramener les choses dans l'ordre. Et pour ceux qui pensent, ou alors ceux qui croient, parce qu'ils sont de bonne foi,
que si Ajavan a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est parce que il en a les moyens. Je dis mais non, c'est pas ça. Au départ, la première saisine de M. Ajavan l'a été parce que il a déjà épuisé toutes les voies de recours à l'interne. Autrement, il n'aurait même pas eu l'opportunité de le faire. Donc, c'est parce qu'il a déjà épuisé les voies de recours à l'intérieur du Bénin qu'il s'est porté à l'international. Et puis, je voudrais dire ceci sans être un homme de droit, c'est une cour supra dont les décisions sont au-dessus des décisions des cours classiques ou des cours nationales, si j'ose Beaucoup des avocats qui sont allés dans votre sens, c'est effectivement celui qui a été évoqué. Mais alors, il y a une de ces voix qui continue de dire, là, visiblement, cette Cour supra devra être manipulée. Et comme pour répondre, bizarrement, il y a cette décision qui vient de tomber, et qui semble donner le sourire à Guillaume Soro depuis son exil. Alors, la thèse d'une manipulation possible, est-ce qu'elle est d'office envoyée à la poubelle, ou quand même, ceux-là ont encore des éléments qui peuvent les conforter dans cette thèse que tout ne tourne pas forcément rond dans ces décisions rendues ces temps-ci? Écoutez, on posait la question, je crois, il y a quelques années à Michel Adjaka, qui est un magistrat très connu au Bénin d'ailleurs, ancien président de l'UNAMAB, à qui on disait, est-ce que, évidemment, les juges sont corrompus au Bénin? Et il apporte cette réponse en disant, j'ai pas de oui ou de non, mais si vous avez la preuve que la corruption, un juge était corrompu, il faut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Alors j'apporte juste cette réponse pour dire, ce sont des êtres humains, évidemment, on peut dire forcément tenter à faire telle chose ou ça, on peut forcément pas le leur reprocher, mais attention. Il faut rapporter les preuves, évidemment, que tel juge a pu être donc corrompu dans tel ou tel sens. Mais la thèse ou la tendance la plus plausible dans ce genre de situation, c'est quoi, Joël? C'est que vous avez de façon systématique, quand vous observez d'ailleurs les analyses, au-delà de la qualité des personnes qui les font, c'est que il y a quand même cet penchant par rapport à une position, une thèse ou une autre, que l'on soit de tel bord politique ou de tel autre bord, visiblement, c'est-à-dire quand la décision semble ne pas arranger, on se dit non, ce sont des juges corrompus, non, on leur a donné beaucoup de milliards, non, telle chose. Et quand parfois des procès en diffamation sont intentés contre ces personnes, ce sont les mêmes qui commencent à courir en disant non, bon, je n'ai pas dit telle ou telle chose. C'est pourquoi à l'entame, je rappelais que dans l'analyse des décisions, il faut nous départir de toute considération et avoir le sang-froid de pouvoir lire les décisions ou pas. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut banaliser ou pas, je dirais simplement, si une personne a la preuve, évidemment, qu'un juge était corrompu, vous avez aussi la possibilité de saisir la juridiction et également de vous plaindre de tel ou tel. Bon, tant que moi, je n'ai pas les preuves, en tout cas, je ne m'emmène pas sur ce terrain. Je dirais même, Joël, on dit que les juridictions africaines que nous avons, c'est quand même une chance pour tous les citoyens que nous sommes. Et moi, je pense, sans doute, quand vous prenez d'abord la Cour constitutionnelle du Bénin, ailleurs, ce n'est peut-être pas possible, mais un citoyen ordinaire, par exemple, peut saisir la Cour constitutionnelle du Bénin. La même chose, par exemple, pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et les mêmes qui hier, sans doute se réjouissaient en disant, oui, on a la possibilité, vous les voyez aujourd'hui, dire, non, c'est parce que Boni Yayi a permis, c'est pas de ratifier telle décision, ou bien le Bénin a pu faire telle ou telle chose, alors que on ne sait pas ce qui peut se passer peut-être demain, Joël, on dit. Peut-être demain, c'est peut-être aussi les mêmes personnes qui soient dans le besoin de saisir la même cour, et en ce moment, on dira, non, les juges ne sont pas corrompus, ils ont rendu une bonne décision, d'ailleurs, je n'ai pas les moyens, donc, une fois encore, c'est la veine polémique, que l'on soit d'un bord politique ou pas. Évidemment, l'appréciation de cette manière, elle n'est pas bonne. Quand vous prenez, par exemple, les critères, c'est-à-dire auxquels doivent obéir, par exemple, une décision, c'est-à-dire une personne auxquelles les conditions, j'allais dire, auxquelles doit répondre une personne avant de saisir, par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Évidemment, il faut pouvoir épuiser toutes les voies de recours à l'interne. Mais la Cour, c'est-à-dire la charte, le protocole qui a créé la Cour nous précise par exemple que lorsque, même au niveau interne, si les voies de recours existent au niveau interne et que l'on observe une procédure anormalement longue, vous avez cette possibilité de pouvoir saisir aussi la Cour africaine. Parce qu'il est évident aussi que dans beaucoup de juridictions à l'interne, il y a des subterfuges qui sont donc réalisés pour dire non, la procédure n'est pas terminée à l'interne. Donc la Cour a suppléé, c'est-à-dire essayer aussi d'anticiper dans les critères qu'elle a donc prévus en disant si l'on observe qu'il y a des délais anormalement longs à l'interne, vous pouvez également avoir la possibilité de saisir la juridiction sans pour autant
épuiser toutes les voies de recours à l'intérieur. Je dirais plutôt que c'est une chance. Une fois encore, la loi, elle est impersonnelle et générale. Voilà, essayez de l'apprécier de cette manière. La loi est impersonnelle, et bien c'est le mot qui est revenu lorsqu'on a eu la nouvelle décision venant de cette cour, mais cette fois-ci pour la Côte d'Ivoire. Avant de revenir au sujet, je voudrais quand même vous poser la question. Une autre nouvelle pour les justices ou les institutions supra en Afrique, une certaine autonomie à pouvoir assumer ce que hier n'était plus possible sous nos tropiques. Oui, tout à fait. Et cela devrait nous réconforter. Nous réconforter en ce sens que aujourd'hui, on constate que de plus en plus, à l'interne, au sein de nos États, les juridictions sont de plus en plus affaiblies, sont mises sous cap. Et eux, fort heureusement, on se rend compte que c'est à l'externe que ces juridictions donnent le change. C'est heureux. Et lorsque vous remarquez, quand on prend le cas du Bénin, beaucoup de personnes se plaignent, que ce soit des nationaux ou des personnes étrangères, se plaignent de ce qu'est devenu notre justice aujourd'hui. Même les acteurs, les principaux acteurs de cette justice. Tout à l'heure, mon confrère a cité le nom d'un ancien responsable de l'UNAMAB. On a vu, pendant longtemps, il faisait des sorties. Aujourd'hui, c'est comme s'il est devenu muet. Il y a... je mets au défi quiconque pour me dire qu'il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines que l'UNAMAB est monté au créneau. Mais dans un passé récent, il y a un peu plus de 4 ans en arrière, l'UNAMAB montait régulièrement au créneau. S'il n'y a rien à dire, pourquoi monter au créneau? Il y en a tellement à dire. Vous en avez la preuve. Mais bien sûr, notre job nous contraint donc à voir et à apprécier ce qui se passe autour de nous. Et on se rend compte qu'il y a tellement de choses à dire. Aujourd'hui, regardez d'abord la composition même... c'est-à-dire la cour, la magistrature suprême, par exemple, est aujourd'hui investie par des halogènes, et cela a été à chaque fois répété. Et c'est pour affaiblir la justice. Donc, comme au Bénin, comme ailleurs, la justice est affaiblie. Et il n'y a que ces cours supra qui viennent à la rescousse, comme pour donner encore un peu d'espoir à nos juridictions. C'est heureux que cela existe. Nouveau souffle, sûrement. Et peut-être, ça sonne... Je voudrais bien oser le croire, ça sonne l'halali des dictateurs. Ça sonne l'halali des régimes autoritaires ou autocratiques. Parce que lorsque vous le faites dans un régime temps, sachez que à l'externe, cela pourrait être cassé. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on a vu comment en moins de quelques jours, tout l'empire Soro s'est écroulé et ces députés ont été mis en prison de façon arrogante et barbare, à la limite. Ah non, s'il vous plaît, j'espère que c'est le journaliste qui parle. Bien sûr. Un sympathisant. Non, mais je ne suis pas un sympathisant. Vos adjectifs, là, vraiment. C'est vrai qu'il y a parfois aussi des conditions dans lesquelles certains ont été interpellés. Donc, voilà. Alain Le Bourgon, voilà, des gens qui venaient simplement pour une manifestation. Des députés, l'immunité parlementaire, pas levée de cette manière. Alors, autrement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, si elle n'existait pas, il fallait la recréer. Ah oui. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme une bouée de sauvetage pour beaucoup de citoyens qui, à l'interne, se disent, voilà, ma justice, peut-être, je l'ai connue par le passé. Aujourd'hui, je la méconnais. Je sais que ce n'est pas, comment dit-on, ça ne dépend forcément pas des hommes que nous avons. Vous avez beaucoup d'hommes de qualité, mais le système est fait de telle sorte qu'ils sont embrigadés, ils ne parlent plus. Quand vous prenez, il évoquait, comment dit-on, le Conseil supérieur de la magistrature, la loi organique portant la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Ça a été modifié. L'exécutif, pour employer ce terme de Michel Najaka, c'est une invasion, comment dit-on, l'exécutif que nous avons observé au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, n'importe quelle chose, étant donné que l'exécutif est majoritaire, vous faites quelque chose, un magistrat, on vient rapidement, on peut vous radier. Donc les gens aujourd'hui sont frileux. Vous avez beaucoup de jeux, beaucoup de magistrats qui sont frileux. On les comprend, on comprend tout cela. Mais il revient plutôt, comment dit-on, à l'exécutif dans ces genres de manière, en sachant que si nous optons pour la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire, nous devons quand même nous comporter de telle sorte qu'il y ait quand même beaucoup de choses. On ne parle pas d'une république des juges, non. On ne dit pas forcément, oui, ils font la loi qu'ils font, mais si je crois que ce n'est pas de cette manière qu'il faut régler la chose. Une fois encore, c'est-à-dire foutre les gens en prison,
avoir le glaive tout le temps brandi, ce n'est pas de cette manière qu'on réglera les problèmes. L'érection de la peine de mort aux États-Unis n'a jamais baissé le taux de crime. Les gens savent que ça passe sous sa casse, c'est-à-dire si on m'arrête, je meurs, donc ils vont le plus dur possible. Or, le principe aussi d'une sanction, elle doit être donc rééducatrice, c'est-à-dire pouvoir permettre à la personne de se remettre en cause. Donc je crois que on peut faire les choses de façon différente. Donc à votre question initiale, je crois que c'est quand même, si la Cour n'existait pas, il fallait la créer. Aujourd'hui, c'est une chance pour beaucoup de gens à l'interne de dire quand même, au moins nous avons des cours au niveau de l'Afrique qu'on peut saisir quand même, qui sont capables de dire le droit et de rétablir notre honneur, parfois jeté, traîné dans la boue ou dans beaucoup de choses qu'on connaît en Afrique. Mais en même temps, s'il faut s'en réjouir, est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre un peu de bémol? La volonté de tout tenir avec une main de fer, manifestement, se généralise pour ce qu'on observe sur le continent et au-delà. Et alors, quand on a ça et qu'on sait que les États ont la possibilité, à des moments donnés, de se retirer, il ne faut pas craindre que ça devienne la nouvelle contagion. Je ne suis pas d'accord. Et puis, ben... Mais si, sous les tropiques, principalement, un État s'adonne à ce genre d'aventure, je me dis que ceux qui jubileraient parce qu'ils sont aux affaires seront les tout premiers à le regretter amèrement une fois dehors. Et puis, voyez-vous, mon cher confrère, mon confrère l'a dit tantôt, la cour, une autre cour qui est d'aspect beaucoup plus commercial et beaucoup plus d'affaires, avait tranché en faveur d'un homme d'affaires, pour ne pas citer un compatriote du nom de Talon, Patrice. Et c'était en 2012. Oui, le 13 mai, oui. Tout à fait. Et puis, on a vu, ce compatriote a jubilé. Le gouvernement n'en revenait pas, mais était obligé de boire ça jusqu'à la lit. Il n'y avait rien à dire. Soit on s'exécute ou il n'y a rien à dire. On a vu le ministre de l'époque, le ministre de la Justice de l'époque, s'est démené, mais il n'y avait rien à dire. Donc, ça s'est imposé, la décision à l'époque s'est imposée à tous. On n'avait pas vu un gouvernement dire ça, cette cour ne vaut pas le coup. On l'a accepté. Parce qu'en réalité, ce que nous feignons d'ignorer parfois, quand ça nous arrange, lorsque vous parcourez la constitution du Bénin, ça se mire, la constitution se mire à travers ces cours, enfin, ces institutions. Quand on dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une mixion entre tous ces instruments. Et lorsque un État aujourd'hui s'en va établir sa constitution, dans les préambules, allez visiter, vous allez voir pratiquement, c'est un miroir. Donc, dire que c'est contraire à notre constitution, c'est faux, c'est archi faux. Et mieux, ceux qui parlent de souveraineté, ben, il n'y a pas de souveraineté pour un État qui honore ses engagements. C'est un engagement. Le Bénin a ratifié beaucoup d'instruments et ce n'est pas parce que ça ne vous arrange pas que vous allez dire que vous sauterez. Si un État commet cette grosse erreur, c'est ceux qui étaient au pouvoir en ce moment qui vont être les tout premiers à le regretter parce qu'ils vont se retrouver dans une autre posture. Et je ne voudrais pas le souhaiter pour mon pays. Une petite précision sur la question. Vous savez, la loi dispose pour l'avenir, même si aujourd'hui on se retire, disons, de cette cour, il y a un dossier en instance que si au retrait ne va pas frapper, c'est-à-dire la procédure ira à son terme. Donc, mais évidemment, l'État est une continuité. Vous pouvez retirer le prochain président, il remet, et ainsi de suite. Mais évidemment, ce n'est pas conseillé. Non, on ne va pas recommander quand même ça. Je trouve toujours qu'il y a une autre manière de régler les problèmes que de penser toujours que, voilà, parce que la Cour fait ça, retirons-nous de cette manière, ce n'est pas ça. Vous pouvez peut-être, ça peut être vous-même demain qui peut-être ayez besoin de cette même Cour pour dire je veux la saisir quand même parce que peut-être aussi à l'interne je n'ai pas confiance et que nous voulons obtenir justice. Il y a 1000 manières de pouvoir le faire. Ici c'est fait aussi. Je vais le dire, il n'y a pas d'inquiétude, l'État est une continuité. Peut-être demain on remet et puis on va continuer. Aucune inquiétude à ce niveau. Face à la polémique grandissante, votre chaîne s'est approchée de l'avocat. Le principal de requérant, c'est un collège d'avocats. Mais maître Moustapha Issiaka s'est confié à Sika TV avec votre permission. Mais la complicité surtout de la régie, nous allons le suivre et ensuite nous reviendrons sur ce plateau. Je pense que les Béninois doivent essayer d'aller au-delà de cette décision et apprécier la démarche de M. Adjavon. Essayer de situer la démarche dans son contexte. Si on doit voir la genèse de cette affaire-là,
On retient aujourd'hui que dès que la décision de la CRIET a été rendue, quelques semaines après, la Cour africaine a rendu une ordonnance, parce qu'elle avait déjà été saisie avant la création de la CRIET, a rendu une première ordonnance pour demander à l'État béninois de surseoir à l'exécution de la condamnation. Cette décision n'a pas été respectée, parce que si elle avait été respectée, M. Adjavon aurait pu avoir son casier judiciaire vierge. Le ministère de l'Intérieur n'aurait pas évoqué le motif de sa condamnation pour refuser de délivrer le certificat de conformité au parti USL. Après cela, la Cour a rendu son arrêt au fond et a demandé à l'État d'annuler la condamnation, après avoir relevé 11 violations de ses droits. C'est un record, puisque la Cour africaine n'a jamais, dans un dossier relevé, à la fois pour le même dossier, violation de 11 droits. M. Adjavon, en ce qui le concerne avec cette décision, a fini. On ne doit plus jamais parler de cette condamnation-là, parce qu'elle n'existe pas. Elle ne peut plus produire aucun effet. La Cour a différé les réparations qui sont intervenues en novembre 2019. Donc, personnellement, M. Adjavon a fini avec cette affaire-là. Sa condamnation a été annulée par une juridiction supranationale. Cette juridiction lui a alloué des dommages-intérêts. Il aurait pu s'en arrêter là s'il n'était pas dans une démarche citoyenne. Pour la dernière procédure qui a donné lieu à l'ordonnance du 17 avril dernier, c'est une démarche purement citoyenne. Cette procédure, c'était pour montrer à quel point ce monsieur est un homme d'État et tient à la liberté et tient aux intérêts des Béninois. Il a fait constater à la Cour que la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe de discipline des magistrats, c'est-à-dire si un magistrat commet une faute, c'est cet organe-là qui est chargé de le sanctionner. Si on doit nommer un magistrat, il faut nécessairement l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il a constaté qu'aujourd'hui, les magistrats ne sont pas indépendants parce que cet organe qui est chargé de leur discipline n'est pas représenté comme cela se doit. Parce qu'avant, les magistrats étaient majoritaires au sein du Conseil supérieur de la magistrature, mais aujourd'hui, avec la réforme qui est intervenue, non seulement le ministre le ministre de la Justice siège comme membre de droit, le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, mais il y a le ministre des Finances et le ministre de la fonction publique qui ont été ajoutés avec une personnalité qui est nommée par le président de la République. Avec ça, les magistrats sont devenus minoritaires, et lorsqu'un magistrat sait qu'en rendant une décision, on le défère devant le Conseil supérieur de la magistrature, et il peut être sanctionné, il n'est pas libre de rendre cette décision-là. Donc, M. Adjavon s'est dit, si on n'attaque pas une réforme de ce genre-là, c'est que l'indépendance de la justice prônée par la Constitution ne sera jamais une réalité. Et quand je dis indépendance de la justice, ça concerne tous les Béninois, que ce soit ceux qui sont de la mouvance ou de l'opposition. Lorsque vous avez un problème avec la justice, vous devez être sûr que le droit sera dit. Et lorsque dans un pays, sur le plan économique, les investisseurs n'ont pas l'assurance que la justice est indépendante, ils ne peuvent pas investir. Il a constaté également qu'il y a certaines libertés, à savoir les libertés d'expression. Aujourd'hui, tout le monde décrit le Bénin était un pays pionnier de la liberté de la presse et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on constate? Tous les organes de presse aujourd'hui, à 80%, c'est le même titre que vous constatez quand vous parcourez les journaux. Donc, pour que ça soit une réalité, la liberté de la presse soit une réalité, la réforme qui est intervenue au niveau du code numérique, vous avez constaté, avec les Reporters sans frontières, beaucoup de journalistes sont en prison pour avoir publié. Donc on a estimé que ce code-là viole les libertés d'expression. Donc il a déféré le code devant la Cour africaine parce que la liberté d'expression fait partie des droits qui sont protégés par cette Cour-là, puisque la Charte africaine des droits protège la liberté, la dépendance de la justice et la liberté d'expression. Il a constaté également que le code pénal qui a été voté comporte des dispositions qui ne permettent pas la liberté d'association de réunion, la liberté de revendication. Il suffit que 2 ou 3 personnes se réunissent, on parle d'attroupement et on peut les condamner.
Donc sans cette liberté, on ne peut pas parler de démocratie. Donc il a déféré ça également devant la Cour africaine. Quand vous voyez, toutes les lois qui ont été attaquées convergent vers la liberté, la démocratie, l'exercice de la démocratie. Donc, les gens doivent aller au-delà. Il n'y a pas de polémique à avoir. Ceux qui sont opposants aujourd'hui peuvent être mouvanciers demain. Ceux qui sont mouvanciers demain peuvent être opposants demain. Tous les Béninois ont intérêt à ce que la justice soit indépendante. Tous les Béninois ont intérêt à ce que la liberté de presse soit une réalité. Tous les Béninois ont intérêt à ce que la liberté d'association et de réunion soit une réalité. Donc c'est une croix que M. Adjamou a accepté de porter. Cette procédure, il l'a fait au nom du peuple béninois et il faut aller au-delà. Et tout le monde doit se battre pour que cette décision soit exécutée. Ah oui, ce sont là les propos de Maître Isiaka. J'ai bien envie de vous laisser avoir d'abord votre réaction, mais en même temps, je suis un peu pédé de ne pas poser cette petite question. L'avocat dit que c'est une croix que son client a accepté porter pour le peuple béninois. Non, j'ose besoin d'un au sérieux. Mais je l'ai dit presque tantôt. Non, voyez... le bout là, vous n'avez pas vu un avocat dans l'excès, un peu trop fier de son client? Mais non. Mais moi, je fais partie des petits gens. Donc, je n'ai ni les moyens, ni l'opportunité en ce moment d'aller me plaindre au-delà des 4 murs de ma maison. Je suis sincère en plus. Même si aujourd'hui, quelqu'un m'attrait en justice, difficilement j'ai les moyens de me rendre au tribunal. Voyez-vous. Vous allez où dans cette démarche avec cet exposé? C'est pour dire. J'avoue qu'on ne le veuille pas, on ne va pas se voiler la face. C'est un homme d'affaires, c'est le crédit d'une surface financière intéressante. Bon, mais moi, je voudrais parler dans ces détails. Mais je veux considérer simplement qu'il a aujourd'hui les possibilités, les moyens de prendre des avocats. Il n'est pas donné à tout citoyen de pouvoir le faire. Ce qui, quand on prend un peu quelques propos de son conseil, m'amène à dire que nous, autant que nous sommes citoyens ou vivant dans ce pays, nous n'avons pas tous les moyens, par exemple, de nous présenter devant la justice et nous acheter en griffe des avocats. Enfin, payer leurs honoraires. Mais voilà quelqu'un qui en a sûrement les moyens, mais au lieu de s'occuper de lui-même, régler ses affaires familiales, il dit, telle loi qui régente la justice dans mon pays est une loi, est une mauvaise loi. Telle autre disposition, telle autre réforme n'est pas bien pour les droits humains. Et moi, je suis un fervent adhérent des libertés essentielles, des libertés essentielles. Liberté d'expression, liberté de presse, liberté d'aller venir, de se regrouper et tout le reste. Mais lorsque, sur ce plateau, je l'ai dit à chaque fois quand j'en ai l'opportunité, je dis, quand on compare le Bénin d'il y a 5 ans en arrière, on se demande si nous sommes toujours dans le même pays. 5 ans seulement? Oui, il y a 5 ans. Oui, tout à fait, il y a 5 ans. Si le syndicat... Il y a 5 ans, et vous le dites honnêtement, Jos Peso, on a vu, il y a 5 ans, des journalistes s'inquiétaient. On a vu des organes en difficulté, il y a 5 ans. Oui, ne direz pas le contraire. Oui, on a vu sans doute des organes en difficulté, mais pas des organes, comment dit-on, fermés, avec des arguments qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, quand vous les prenez finalement, vous dites, mais à quoi ça repose sur quoi les décisions qu'on a prises? On ne dit forcément pas. C'est-à-dire que depuis 4 ans au moins, depuis l'arrivée de ce régime, pratiquement tout est saqué. Vous voyez, je veux parler des libertés, que ce soit liberté d'expression, rassemblement, les syndicats, on leur a donné 10 jours par an. Vous voyez, personne ne veut épuiser le stock de 10 jours depuis que la loi a été modifiée. Tout le monde est tranquille, tout le monde est dans les rangs. Les magistrats ont modifié la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, oui. Vous, les journalistes, voilà, vous avez, dans le code de l'information et de la communication, voilà, on vous envoie en prison. Donc, ça dit, tout le monde est contrôlé, tout le monde est ou pas. Donc, il faut avoir quand même le courage de le dire. Ce n'est pas l'image que nous voulons quand même du Bénin. Et la crainte et le risque, c'est quoi, Joël Yetonyi? C'est avant d'aller faire la crainte et le risque, je vais vous le rappeler. Alors, suffisant pour que l'avocat présente son client tel il l'a présenté là? Vous savez, la richesse n'est pas que pécuniaire. Pourquoi? Il y a des gens qui engagent des milliards dans un procès et qui, à la fin, réclament le franc symbolique. Et vous vous demandez, mais pourquoi vous avez perdu autant de milliards dans un procès? Et la personne vous dit, parfois, il est important de dépenser pour le respect des principes dans la vie. Et après, ce sont des gens qui usent de cette décision et qui le vont.
On ne sait pas. C'est vrai, on a octroyé peut-être 40 milliards à M. Adjaron. On ne savait pas ce qu'il dira demain de cet argent, par exemple. Il a peut-être la chance de vivre au-dessus de ses moyens. Ce n'est pas la même chose que beaucoup de personnes. Donc je pense que même si cette décision devrait lui être utile, il y a aussi d'autres qui vont en profiter. Et c'est ça qui est l'essentiel. Je disais tout à l'heure que la loi, elle est impersonnelle. Et si vous pensez peut-être aujourd'hui que vous êtes à l'abri, il faut peut-être en sortir. Demain, vous ne savez forcément pas ce qui va se passer quelques heures après. Donc je pense qu'une fois encore, quand on a ces possibilités, des décisions, j'allais dire des procédures qui sont engagées et dont les décisions peuvent nous être bénéfiques, c'est-à-dire peuvent constituer peut-être des tremplins pour des personnes. Il faut peut-être s'en féliciter de dire, vous avez autant de gens qui ont été donc loin, et quitte aussi, après, je vais te dire, à mettre la cour au défi, peut-être si vous êtes un citoyen ordinaire, et à ce niveau, vous pouvez peut-être faire la différence en disant, par le passé, peut-être c'était un homme beaucoup plus nanti qui l'a fait. Aujourd'hui, lorsque moi j'engage la procédure, quel est un peu mon sort. En ce moment, on peut davantage avoir des conclusions beaucoup plus accrues, mais je crois, à l'instant, il faut quand même beaucoup s'en féliciter de cette décision qui est pour le moins sortie, parce que l'intérêt que moi j'y trouve, c'est que beaucoup de personnes peuvent s'en servir par la suite, ou bien les jours après, je vais les tenter. Alors, à ces deux sujets enrôlés, et des questions très délicates, les unes que les autres, la question du code pénal, c'est revenu, vous avez suivi Le code pénal aussi. Le code pénal, oui, tout à fait. le code pénal avant le code numérique, Oui, je vais parler du code pénal. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais parfois, je me demande comment est-ce qu'on en est arrivé là en si peu de temps. C'est-à-dire, tout a été détricoté en si peu de temps. Ailleurs, ce genre de processus, même s'il est malsain, se prolonge sur le temps. C'est-à-dire, on vous dira comme le cas du Bénin, enfin, il y a quelques années en arrière, il y a, quand on prend le régime révolutionnaire, mais ça s'est étalé sur au moins 17 ans, où ça s'est dégradé, au moins sur 17 ans de façon insidieuse. Mais ici, en moins de 5 ans, c'est-à-dire en 4 ans, pratiquement, oui, en l'espace de 4 années, on a fait, enfin, on a détricoté tout le système démocratique. Mais c'est extraordinaire. Je ne m'en remets pas. Je me dis, mais aujourd'hui, vous n'avez pas, on l'a rappelé tantôt, vous n'avez pas le droit de sortir, de manifester. Les syndicalistes n'existent, les syndicats n'existent pratiquement plus. Ceux qui doivent garantir une justice sont à l'affût, sont allés se mettre carrément en vacances. La justice est aux mains de ceux qui... Mais aujourd'hui, on dit ailleurs dans d'autres pays. Si vous voulez, je cite par exemple le Togo d'à côté. Il n'y a plus de peine privative de liberté pour le journaliste. Le journaliste ne doit pas être mis en prison pour ce qu'il fait. Bien sûr, la question du journaliste, ça vous tient tellement à cœur. Oui. La question du code pénal. Oui, évoquez voilà. quand même sous cet angle-là. Non, il y a des dispositions, plus de 1000 articles pour le code pénal promulgué en 2018. Quand vous les lisez, vous demandez qu'est-ce qu'on nous demande finalement. On dit attroupement non armé, c'est-à-dire vous êtes un certain nombre ensemble, même si vous n'avez pas des armes, on dit que c'est interdit. Or, quand on prend la Constitution, article 23 à 25, le droit d'aller et de venir, également la liberté d'association. Alors, qu'est-ce que le code pénal, finalement, est en train de nous dire? C'est-à-dire, vous nous dites, vous pouvez aller et venir, mais dans le même temps, on dit non. Il y a le code pénal, vous ne pouvez pas vous rassembler. C'est une manière d'exiger de dire, vous ne devez pas avoir de manifestation, c'est-à-dire, comment dit-on, vous ne pouvez pas vous réunir bien ou manifester. Or, comme on ne peut pas aller dans une disposition contraire à la Constitution, évidemment, pour que la Cour dise, c'est-à-dire on trouve des manigances attroupement non armés. Autrement dit, on dit aux gens, restez chez vous, ça n'a pas de sens. Ce sont des dispositions à modifier et à évacuer du Code pénal de la manière la plus empressante. Parce que c'est pas conforme à notre Constitution, ça ne répond pratiquement à rien, Joël Yetonji. Mais le législateur avait dit que si on a pris ces mesures, c'est d'abord pour des questions d'intérêt commun. Et ce qui a été visé dans le temps, c'est le développement du Bénin. Des mouvements qui ont empêché le Bénin de pouvoir soit le socle de développement. Manifestation à tel endroit le matin, à midi c'est à tel autre, dans l'après-midi, une véritable pagaille qui ne dit pas son nom. Alors, sur l'essentiel, est-ce qu'il ne faut pas prendre juste
le milieu qui permet à tous d'aller de l'avant. Oui, et le milieu, c'est de donner 10 jours aux gens, ou bien de dire on interdit attroupement non armé. Je conviens, je reconnais avec vous qu'on pourrait observer quand même certains excès dans les mouvements qui étaient donc établis. Mais il y a 1000 manières de régler les situations. Ce n'est pas en donnant 10 jours aux gens ou en disant attroupement non armé, c'est interdit que vous réglez la question. Parce qu'une fois encore, on me dira peut-être que ça nous sert, mais ça a des effets temporaires. Pour le moment, vous vous en servez peut-être, mais que cache le silence des gens? C'est peut-être toujours mieux que vous voyez peut-être les gens s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent que de les laisser comme ça. Vous ne savez pas ce que les gens pensent. Je me rappelle de ces propos. C'est peut-être plus dangereux. Je me rappelle de ces propos de Boni Yaiki à un moment donné en disant mais je leur remettrai même des Rangers. S'ils veulent, ils peuvent marcher sur tout le Bénin à un certain moment donné. Le fait de compresser, d'interdire totalement, de foutre les gens en prison, de priver les gens d'une manière, je crois que ça ne règle pas le problème, ça ne réglera d'ailleurs pas ce que nous vivons. Effet temporaire, on va peut-être s'en servir pour le moment, mais quand vous finissez encore avec toutes ces personnes, ces mesures qui sont là, vous dites, mais alors qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes après, qui sont aussi en prison? Parce que c'est aussi une bombe, comment nous réglons leur cas? Elles sont peut-être là, silencieuses, nous ne savons pas ce que les gens préparent. Donc, moi, je pense, une fois encore, en invitant le gouvernement à dire, et aussi les députés, bon, il n'y a plus de suspense maintenant, tout ce que l'on envoie, on vote tout à toute bras, je ne sais pas, de telle manière. Vous leur demandez de se saisir de ces dossiers? Non, qu'est-ce qu'ils feront? Ils ne feront rien de ces choses-là. Ce sont eux qui ont voté. D'ailleurs, certains votés après se demandent est-ce que ces dispositions figurent dans le code? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire de lire. C'est dommage pour notre pays, je dis une fois encore. Modifions les choses, réglons les choses de cette manière. Ce n'est pas de cette manière, joyeux, que nous sortirons de la situation bien accueillie. D'ailleurs, quand vous avez évalué le développement, nous l'avons eu jusqu'à présent depuis les 4 ans. Vous avez suivi, les réponses sont là. Le dernier rapport envoyé par FMI, le tableau est plutôt réluisant pour la situation économique du Bénin. Une stabilité qui ne dit pas son nom. Le Ghana a renoncé. Les fruits viendront. On vous vend de l'argent, on vous presse et on se réjouit en disant prenons de l'argent chez FMI, on est content. Non, pas du tout. Vous savez, c'est juste avancer pour fêter ou bien dire à certaines personnes que ça va bien, mais vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas un bon élève quand vous êtes tout le temps sous presse, sous assistante financière. Il faut vous en départir. Le Ghana aujourd'hui est libre, a dit je ne veux plus vos fonds. Par exemple, c'est ce que nous voulons pour le Bénin. Nous a dit le FMI applaudit ce que nous avons. Le FMI fait du business comme la Banque mondiale sur les taux d'intérêt, comment nous avilit ça là, tout le monde le sait. Donc on ne va pas s'affubler ou bien nous réjouir de ce que. En tout cas, pas moi, Landry. Ah oui, malheureusement, ils ne sont pas si nombreux à applaudir, mais il y a quand même du travail qui est en train d'être fait. Et Maître Isiaka pense qu'il faut aller au-delà. Il rêve avec son client d'une presse encore plus rayonnante. Il dit que la presse libre, elle est aussi bien pour l'opposant que pour le mouvement. C'est vraiment de la publicité pour votre corporation. Je vous ai vu sourire là, quand on a évoqué cette question. Mais la presse dans tout pays qui se respecte joue un rôle primordial et prépondérant. Imaginez un instant nos gouvernants en se levant le matin. On connaît le rôle de la presse, mais on ne va pas oublier le devoir des professionnels des médias, leurs obligations. Mais, tout à fait. Lorsque le devoir, c'est d'apporter l'information vraie, crédible. Lorsqu'un journaliste se lève un matin, tweet les propos d'un procureur de la République qui n'ont été jamais démentis et qui se retrouve en prison, qu'est-ce qu'on veut? Au même moment, on applaudit plutôt ceux qui... Malheureusement, oui, on va devoir conclure. Vous diriez? Je dirais que je voudrais de beaux jours pour mon pays. Je voudrais que demain, que ceci soit peut-être un cauchemar et que demain, je me réveille avec quelque chose de plus intéressant à partager avec les miens, à savoir que le Bénin est redevenu un pays démocratiquement viable. Merci beaucoup. Vous concluez en me disant? Oui, moi je dirais formuler un vœu simplement. La bataille de chef de l'État Patrice Talon de Sébastien Diamant est préjudiciable à l'État. C'était 2 amis par le passé. Moi, mon vœu, c'est qu'ils se retrouvent. Parce que les Béninois souffrent de leur guéguerre aujourd'hui, de ce que nous observons. Imaginez ce que nous vivons en ce temps de Covid. On pourrait avoir des solutions. Taisons ces divergences et revenons à la case départ. Merci à vous. Taisons les divergences et revenons à la case départ. Merci pour vos contributions, Jos Peso, Anago. Merci également à vous. André Salanonche, téléspectateur, merci un clin d'œil à notre réalisateur du show, je vous compagne. Oui, ça va être sur cette citation du grand philosophe grec Aristote. Je le cite. Quand ça ne va pas, la colère, dit-il, est nécessaire. On ne triomphe de rien sans elle si elle ne remplit pas l'âme. Si elle n'échauffe pas le cœur, en tout cas c'est lui qui le dit et le pense. Elle doit donc nous servir, non comme chef, mais comme soldat. Seulement, ajoute-t-il,
elle doit être modérée. Bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt.